Gwendoline Baumeister est une noble qui utilise la magie dans un monde féodal et elle utilise ses sorts puissants pour le bien de son peuple. Quand elle s'arrête de travailler les champs, elle va se détendre avec ses 4 belles épouses. Il y a 10 ans, il était juste un employé ordinaire au Japon et après une journée épuisante de travail, il s'est endormi en mangeant son dîner pour être transporté dans un autre monde dans le corps d'un garçon de 6 ans à une fête avec beaucoup de convives et de délicieux repas. Il pensait que c'était juste un rêve très réaliste et essayait de retourner à sa vie pauvre et ennuyeuse en dormant, mais un homme le réveille et l'amène devant les invités pour une présentation. Gwendoline ne savait pas quoi dire devant tous les adultes qui le regardaient de manière effrayante, mais ensuite son frère aîné, Eric, vient à son secours. Il présente le garçon aux invités comme son frère timide aîné, nommé Wendelin Baumeister ou Well. Well apprend qu'il est le plus jeune fils d'une famille noble et c'est la cérémonie de mariage de son frère aîné Kurt. Il était heureux qu'il passerait cette vie dans l'opulence, mais le lendemain, il apprend que sa famille était à un salaire de la rue. Il confirme cela avec Eric qui lui dit qu'ils ont économisé de l'argent pendant des années pour organiser une bonne fête pour leurs invités et maintenant ils étaient un peu de retour à leur mode de vie original. Un autre choc attend Well quand il découvre que le pouvoir de son père est faible et qu'il a 7 frères aînés, y compris 2 demi-frères. Well est surpris d'être le 8e fils d'une famille noble pauvre et il tombe dans une dépression chronique à cause de cela, même si les esclaves corporatifs gagnent plus d'argent. Un jour, il trouve Eric et 2 autres frères qui partent de la maison, car le frère aîné Kurt hérite de tout après la cérémonie de mariage. Donc les autres doivent abandonner leur statut noble et chercher un emploi. Well est incroyablement surpris, mais ses frères lui disent qu'il devra aussi devenir indépendant quand il atteindra l'âge adulte. Well décide de trouver une façon de changer sa vie, et un jour, il trouve une sphère cristalline et un feuillet d'instructions dans la bibliothèque. Il apprend qu'elle peut mesurer l'aptitude magique, ce qu'il pense être une blague. Seulement 1 millier de personnes pouvaient utiliser la magie, et Well décide de tenter sa chance. Il prend sa place et prend quelques respirations profondes avant de tenter de sortir de la sphère cristalline. Rien ne se passe au début, mais juste avant qu'il ne lâche prise, la sphère devient un drapeau de fierté. Il est choqué de réaliser qu'il est un sorcier et pense à trouver un maître maintenant. Il essaie de trouver des livres sur la magie, mais sans succès. Donc quand son père arrive à la bibliothèque, Well lui demande s'ils ont des livres magiques, seulement pour réaliser que son père est un vagabond illettré. Plus tard dans la journée, il est dehors et essaie d'imiter ce qu'il a vu dans des animés pour faire sortir sa magie, mais échoue. Juste alors, un homme portant plus de bijoux qu'un rappeur américain dégénéré apparaît devant lui et il lui dit que son magie l'a fait sentir plus tôt. Sa mère lui avait enseigné à être méfiant envers les étrangers, donc il pointe son bâton vers lui. Comme un vrai Chad, l'homme prend son bâton et le jette loin de lui en se présentant comme un magicien nommé Alfred. Le bâton qu'il a lancé crée une chaîne de dominos et une grande roche tombe sur un porc géant qui devient furieux et charge à toute vitesse. Will est terrifié et veut fuir, mais le magicien le rattrape et lui dit d'utiliser sa magie. Alfred le guide et l'aide à circuler son mana pour libérer un vent puissant qui repousse le porc. Weld est surpris par cela tandis que le magicien le félicite pour avoir utilisé son premier sort. Le porc attaque à nouveau, mais cette fois-ci, Alfred prend le contrôle et avec un geste de la main, il envoie le porc s'écraser contre les arbres en utilisant sa magie du vent. Bien semble intimidé par sa puissance, mais le magicien le calme et se présente comme un ancien magicien de cour du duché. Il raconte au garçon étonné qu'il possède le potentiel de surpasser même ses propres capacités magiques, laissant Weld dans un état de désarroi. Il s'assoit dans la forêt pour boire du thé et les yeux de Weld s'élargissent de surprise lorsqu'il voit le cerf mortellement disparaître mystérieusement dans la poche de magicien petite d'Alfred. Alfred exprime son désir de transmettre ses connaissances magiques à Weld, laissant le garçon intrigué. Le magicien prétend simplement vouloir avoir un apprenti digne pour perpétuer sa lignée magique et rassure Weld qu'il n'y a aucune nécessité de payer pour les leçons. C'est tout ce dont il avait besoin d'entendre et accepte de devenir l'apprenti du magicien. Alfred prévient Weld qu'il doit garder la magie secrète car cela pourrait créer des problèmes pour lui. Il explique que cela pourrait causer des problèmes entre lui et son frère aîné car les gens voudraient que le prochain seigneur soit un utilisateur de magie. Weld accepte cette suggestion et le lendemain matin, son entraînement commence. Tout d'abord, Alfred veut mesurer sa capacité de mana en la comparant à la sienne, donc il fait Will tenir ses mains et visualise leur mana. Alfred est impressionné par combien il apprend rapidement et dit que Weld est né avec une réserve de mana plus importante que lui. Les jours suivants, Weld plonge avec diligence dans ses études intermédiaires de magie, expérimentant des attaques de feu sur une pile de pierres. Alfred semble être satisfait du progrès et félicite Weld, notant que la plupart des gens prennent plusieurs mois pour atteindre ce niveau. De plus, Alfred partage gentiment avec son élève jeune quelques légumes de montagne pour aider à nourrir la famille Brocius de Weld, ce qui rend son frère aîné Kurt jaloux. Le lendemain, Weld prend les airs avec l'aide d'Alfred, apprenant l'art de traquer la magie. Concentré avec les yeux fermés, il localise un oiseau et avec l'aide de la magie, il tire une pierre pour capturer leur déjeuner rapidement. Alfred est une nouvelle fois stupéfait par les capacités de Will et ils profitent ensemble d'un repas de volaille grillée accompagné de wasabi maison.
Will mentionne avec fierté avoir rassemblé les ingrédients dans la forêt, mais Alfred lui conseille d'éviter l'entrée enchantée pour chercher des ingrédients alimentaires. Il le prévient des monstres qui peuvent facilement prendre sa vie. Quelques jours plus tard, Weld apprend la magie aquatique en affirmant que Kurt le surveille. Alfred pense qu'il doit avoir des doutes quant à Weld être un utilisateur de magie et était peur de perdre son poste. Weld affirme qu'il n'a pas d'intérêt à devenir seigneur alors que ses professeurs suggèrent qu'il soit aventurier. Weld est immédiatement accro à cette idée et imagine son futur rempli d'aventures, tandis que Alfred se bat discrètement contre un maléfice, tentant de l'arrêter pour ne pas finir sa vie. Plus tard dans la journée, il informe sa famille de ses plans pour devenir aventurier, mais son père n'a pas d'argent pour l'envoyer à l'Académie des aventuriers. Le lendemain, Will dit à Alfred qu'il veut commencer OnlyFans pour ses frais universitaires, mais Alfred lui dit qu'il peut rejoindre le guilde de marchands plutôt que d'être une pute en ligne. Il suggère à Will de commencer à travailler tôt et de lui enseigner des sorts avancés comme le vol et la téléportation, afin qu'il puisse se rendre dans d'autres villes rapidement. Il donne à Will une expérience inoubliable en le prenant dans les airs et en lui montrant le vaste monde qui l'attend. Plus tard ce soir, Alfred réalise que son maléfice s'intensifie et il n'a pas beaucoup de temps. Il décide de dire adieu à son élève le lendemain, déclarant qu'il n'a plus besoin d'étudier sous lui. Cette nouvelle le stupéfie et il tombe à genoux car il ne peut pas se concentrer sur son entraînement de magie volante. Il ne veut pas partir si vite de son maître et lui demande de rester à ses côtés. Alfred prétend avoir enseigné à Weld tout ce qu'il savait et refuse fermement de satisfaire sa requête. Ce soir-là, Weld ne peut qu'imaginer son maître à table et puis son père lui raconte une rumeur sur un zombie intelligent appelé Whispering Undead ayant été vu dans la forêt. Les Whispering Undead ressemblent à des humains et peuvent parler parfaitement, donc il était difficile de les distinguer des humains normaux et les seules différences dans leurs traits étaient un corps froid, une peau pâle et des sens engourdis. Cela le fait penser à Alfred qui a une peau très froide et pâle et des réactions lentes. Il part dans la forêt pour chercher son maître mais perd l'équilibre et tombe avant de le trouver. Alfred arrive à lui et Weld ne peut toujours pas croire qu'il est mort. Il prétend qu'il est en danger s'il reste dans la forêt et veut le prendre chez lui, mais Alfred dit à son élève qu'il est le zombie intelligent dont parlent les gens, et Weld est complètement dévasté par cette connaissance. Alfred raconte son histoire de vie, disant qu'il était le magicien de cour du duc il y a 5 ans. Un jour, le duc aîné de son fils a contracté une maladie mortelle, alors il a rassemblé une armée pour entrer dans la forêt enchantée et trouver une herbe médicinale rare. Les monstres de la forêt enchantée étaient plus nombreux qu'eux, et Alfred était le seul combattant fort dans l'armée qui pouvait les affronter. Il devait protéger le duc et les soldats en combattant les monstres, et il a perdu la vie en essayant de couvrir leur derrière lamentable. Alfred dit qu'il aurait dû rester mort, mais un regret ne lui a pas permis de passer à l'autre vie, et il est devenu un Whispering Undead. Son seul souhait incomplet était de trouver un successeur digne pour hériter de sa magie, et cela a été réalisé quand il a rencontré Weld. Alfred s'excuse auprès de lui pour ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt parce qu'il pensait qu'il serait effrayé et fuirait. Il présente alors le dernier test à son élève et lui demande d'utiliser la magie sacrée pour le purifier avant qu'il ne perde la tête et ne devienne un vrai zombie. Weld est en larmes et refuse de lâcher son maître, mais Alfred lui montre que son corps se décompose et qu'il n'a pas beaucoup de temps. Weld ne veut pas voir son maître souffrir, donc il décide d'utiliser la magie sacrée et de le purifier. La magie brûle Alfred, mais ce n'est pas assez pour satisfaire ses fantasmes, et il veut que Weld mette plus d'efforts. Weld est submergé par le sentiment de nostalgie alors qu'il se rappelle des 2 semaines qu'il a passées avec son maître et met toutes ses forces dans la magie de purification. Le corps d'Alfred commence à se dissoudre et il utilise ses derniers instants pour remercier son élève et lui dire de faire de son mieux dans l'avenir. Weld pleure longtemps son maître mais puis essuie ses larmes en jurant de vivre à la hauteur de ses attentes. Il continue de travailler dur sur sa magie et ne réalise pas combien les 7 années passent rapidement alors qu'il atteint 12 ans. Walt est prêt à quitter sa maison pauvre et sa famille et s'engage à l'Académie des aventuriers pour commencer une nouvelle vie. Il arrive à l'Académie et obtient une admission dans la classe de bourse avec de nombreux nouveaux arrivants prometteurs. Chacun se présente et 2 filles, Louise et Suzanne, sont au centre de l'attention car elles viennent de familles de maîtres martiaux importants qui servent le duc. Lorsque le tour de Wells arrive, il réalise que ses compétences en communication ont baissé depuis qu'il vit dans un village pendant des années et il stotter lorsqu'il se présente. Personne ne semble s'en soucier et il pense qu'il sera difficile pour lui de faire des amis ici. La classe commence et l'instructeur distribue des formulaires de groupe à tous parce que c'est ainsi qu'ils commenceront leur entraînement et Wells sait qu'aucun ne choisira un citrouille paysanne comme lui. Cependant, il ne sait pas que tout le monde le surestime car il est le seul magicien dans leur classe avec des compétences de haut niveau. Pendant le déjeuner, les 2 filles riches, Louise et Suzanne, parlent avec leur meilleure amie Erwin de faire participer le magicien à leur groupe car ils peuvent facilement les porter. Elles prétendent être les plus fortes de la classe car elles peuvent utiliser la magie pour renforcer leur corps et pensent qu'elles sont les mieux placées pour rejoindre le groupe de Wells.
D'autres groupes revendiquent également Wells, mais personne ne s'approche de lui, car ils pensent qu'il est un top G et ne parlera pas à ceux en dessous de son niveau. Au cours de la prochaine classe, le professeur annonce que ceux qui veulent faire des emplois partiels devraient essayer de chasser, car c'est le meilleur paiement. Il conseille de chasser en groupe, car chasser seul peut être dangereux, et Wells est désespéré encore une fois, car il est sûr que personne ne choisira lui. Les filles riches sont nerveuses de s'approcher de lui, car Erwin est un idiot délirant qui pense que Wells maintient sa distance pour évaluer tous les autres. Louise est d'accord avec lui, il décide de remporter le concours de chasse pour se donner une bonne réputation pour rejoindre le groupe de Wells. Ils chassent plus que tout autre groupe de leur classe et pensent avoir une bonne chance de rejoindre Wells, mais quand ils livrent une pile de monstres morts aux réceptionnistes du guilde de marchands, ils sont stupéfaits et muets. Un des élèves plus pessimistes dit que Wells est dans une autre catégorie par rapport à eux et qu'il est inutile d'essayer de le rejoindre. Tout le monde croit ces mots et ils quittent la pièce après avoir abandonné leurs espoirs de rejoindre Wells, qui planifie de faire des amis en offrant un dîner à sa classe avec l'argent qu'il a gagné. Dès qu'il reçoit le sac, il se tourne pour demander à ses camarades de classe de le rejoindre, mais la pièce est aussi vide que mes DM. Les filles riches sont frustrées par leur humiliation et ne veulent tout pas abandonner leur plan de se joindre à Wells, car il est leur ticket vers un avenir réussi. Elles veulent chasser plus de proies que lui pour qu'il les reconnaisse, et pour cela, elles vont dans la partie interdite de la forêt. Elles réalisent leur erreur quand un pack de loups les entoure, et malgré leurs efforts, les filles riches ne peuvent pas vaincre le nombre excessif de monstres. Une louve lance une attaque surprise sur Louise et Erwin la protège, mais ils se blessent dans le processus. Voyant leur formation s'effondrer, tous les loups sautent sur eux pour lancer un combo d'attaque, mais heureusement Will était également dans la zone et avait senti ses camarades en utilisant ses compétences de track. Il arrive au bon moment et abat tous les loups avec des colonnes de pierre. Walt sauve le trio et les emmène à l'hôpital, où ils s'excusent d'être une charge pour lui et lui disent de comment tout le monde les considérait comme quelqu'un bien au-dessus de leur niveau. Il apprend enfin qu'il l'évaluait trop haut et qu'il s'était mis en danger juste pour obtenir son reconnaissance, mais ils prétendent avoir appris leur place et déclarent ne pas être dignes d'être ses équipiers. Wells veut rejoindre leur groupe, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, l'instructeur entre dans la pièce avec de bonnes nouvelles et dit à ses étudiants que le duc a organisé une fête de jardin pour leur classe. Le lendemain, ils vont à la fête organisée par le duc Amadeus, qui ignore tout le monde et s'approche de Wells dès qu'il le voit. Ils ont une conversation amicale sur la famille Beaumister, étant ses vassaux, puis il l'invite à une conversation privée. Bien qu'il n'aime pas aller dans une maison étrangère seul, il dit que les filles riches sont ses équipières et les emmène avec lui. À l'intérieur de la maison, il rencontre le magicien de cour Brand, qui était également le professeur de l'ancien magicien de cour Alfred. Wells est surpris d'apprendre cela et Brandt explique qu'il est expert en magie de traque et surveillait Alfred même après qu'il est devenu un Whispering Undead dans la forêt enchantée près de chez Wells il y a 12 ans. Brandt sait que Alfred est décédé il y a 7 ans et la seule façon pour cela de se produire était si son souhait de trouver un disciple plus puissant que lui était réalisé. Tout pointe vers Wells qui ne peut nier qu'il est le disciple d'Alfred après Brandt reconnaît sa pochette de magie. Le magicien et le duc sont émus en apprenant les derniers moments d'Alfred, et Wells aussi pleure en pensant à lui. Après cela, il se souvient qu'il y a beaucoup de fournitures de l'expédition et de la pochette qu'il veut rendre au duc. Tandis que l'eau rend les fournitures, les filles riches attendent dehors et elles ne peuvent toujours pas croire l'histoire triste qu'elles viennent d'entendre, ce qui les fait réaliser que comme eux, Wells est aussi une personne talentueuse, mais ne peut pas devenir un successeur car il n'est pas le premier fils. Seung-mi court vers eux et s'excuse de les avoir appelés son groupe si rapidement plus tôt. Les filles riches disent qu'elles voulaient être dans son groupe pour profiter de sa puissance, mais maintenant elles ont réalisé que ce n'est pas juste. Wells répond qu'il ne s'en soucie pas et veut les rejoindre car ça sera amusant de passer du temps avec eux. Le trio est initialement surpris de son raisonnement, mais ensuite il rit et accepte Will comme ami. Le duc interrompt leur conversation et récompense Wells avec 1000 pièces d'or pour avoir rendu les fournitures. Tout le monde est surpris d'entendre cela, et la réalisation frappe Wells un peu tardivement. De plus, Brandt lui dit qu'il a également hérité de la maison et de l'exploitation d'Alfred, et il passe la soirée dans la grande et intimidante maison. Il pense que la maison est trop grande pour une seule personne, et il décide d'inviter ses amis pour vivre ici avec lui. Plusieurs mois passent après cela, et pendant les vacances d'été, Wells emmène ses amis pour assister au mariage de son frère Eric. Il voyage sur un vaisseau aérien magique où Louise est habillée comme Lady Gaga car elle veut attirer l'attention des nobles à la cérémonie de mariage et Erwin et Ei est terrifié du vaisseau aérien comme un caveman qui n'a jamais vu un avant. Branck est là aussi, il profite pleinement des boissons gratuites sur le vaisseau aérien. Il dit à Erwin que l'avion ne va pas tomber mais ensuite il voit des nuages sombres à côté de l'avion et reprend son affirmation. Il pointe Wells vers les nuages et un grand squelette de dragon sort de là faisant que tout le monde chie ses culottes. Le reste des passagers se transforme en Karens et demande à voir le capitaine pour discuter de cet incident, mais le copilote leur dit que le grand magicien Brandt les aidera à vaincre le dragon mort-vivant. Brandt dit qu'il est impossible car seules les magies sacrées peuvent purifier les morts-vivants et il n'a pas de talent pour cela. Cependant, il prétend connaître un magicien talentueux qui utilise la magie sacrée et place Wells à la tâche.
Il accepte de combattre le dragon malgré sa nervosité et Brandt reste derrière pour protéger l'avion. Wells s'élève vers le dragon et utilise sa barrière magique pour se protéger des attaques destructrices de celui-ci et Brandt protège l'avion avec sa propre barrière magique. Wells charge sa magie sacrée mais le dragon passe à des attaques à main tenue pour l'arrêter. Wells esquive ses attaques et concentre sa magie sacrée comme une bombe d'esprit et la lance ensuite vers le dragon squelettique. Cette magie sacrée repousse les attaques du dragon et les frappe. Le dragon s'allume comme un arbre de Noël et se tortille de douleur à cause de la magie de purification et utilise sa dernière force pour attaquer Wells, qui esquive et bloque les attaques jusqu'à ce que sa magie fonctionne et que le dragon perde son âme. Les os tombent en morceaux et la grande pierre magique qui les retenait ensemble se détache aussi. De l'intérieur de l'avion, Brandt fait un signe de gang en disant à Wells de ramasser les os du dragon dans sa pochette magique. Il ramasse les os et la fascinante pierre magique rouge aussi. Lorsque Wells revient sur l'avion, tout le monde célèbre leur survie, mais il veut se détendre pendant quelques jours. Bientôt, l'ex-partenaire d'aventure de Brandt, Arturo, arrive et dit à Wells qu'il ne pourra pas prendre de repos. Ryan est surpris de voir son ami et le présente à Wells et ils parlent de leur jour d'aventure. Le lendemain, l'avion arrive à la ville capitale et Brandt s'enfuit immédiatement après l'atterrissage, laissant Arturo en charge de la garde. Bientôt, une ordre de chevaliers arrive et leur capitaine remercie Wells pour avoir tué le dragon et lui demande de les accompagner au palais car le roi l'a convoqué. Ses amis abandonnent Wells pour aller chez son frère tandis que Wells est laissé avec Arturo qui l'accompagne au palais. Il est accueilli comme un héros qui a tué le dragon, mais les nobles ne sont pas contents qu'il soit au centre de l'attention. Le roi lui salue en reconnaissant ses efforts pour vaincre le squelette dragon et lui remet la médaille du dragon jumeau. De plus, il lui fait un titre de baronnet et Wells récite le serment que Arturo lui avait appris plus tôt. Plus tard, le roi achète tous les os de dragon et les pierres magiques à Wells et le général et le premier ministre discutent du prix juste pour eux. Le général veut récompenser Wells avec une somme plus importante, mais le premier ministre se plaint qu'il n'ait pas de budget pour cela. Avant que leur dispute ne s'aggrave, le pape intervient et le prix de la récompense est fixé à 150 000 pièces d'or. Ce soir-là, il rentre du palais après avoir récupéré la récompense et un maître d'épée fait une démonstration sur la route pour impressionner Wells afin qu'il puisse l'embaucher. Les gardes le traînent loin et Arturo dit à Wells d'habitude à ces imbéciles car ils continueront à venir après lui. Il lui prévient même qu'il y aura des nobles qui essaieront de pousser leur fille sur lui et Wells ne veut pas que cela arrive. Le lendemain, il arrive finalement au mariage d'Eric et les deux frères qui l'ont accompagné sont également présents. Ils se plaignent que Kurt n'a pas envoyé de cadeau pour la mariée et le fiancé, et à ce rythme, leur famille aura mauvaise presse devant les invités. Wells décide de payer les cadeaux lui-même et réalise que être noble est davantage une question de vanité que de richesse, mais il est heureux que son frère préféré soit maintenant marié. Le lendemain, le pape invite Wells chez lui et il visite avec une donation de 200 pièces d'or. Le pape est impressionné par sa capacité d'affaires et s'entend immédiatement avec Wells et il parle de religion et de baptême tandis qu'une belle fille entre avec du thé et captive le cœur de Wells. Le pape présente la fille comme sa petite fille Élise et en la regardant, Wells peut voir qu'elle est capable d'utiliser la magie. Le pape dit que Élise peut utiliser la magie sacrée de guérison et aide souvent les pauvres à l'église, ce qui lui a valu le titre de saint. Alice est une novice en formation mais son grand-père ne veut pas qu'elle rejoigne l'église et veut trouver un bon époux pour elle. Walt plaisante que sa beauté entraînera une compétition féroce parmi les garçons et peut-être qu'il pourrait aussi participer. Il rit de son blague mais réalise ensuite que personne d'autre ne trouve ça drôle. Le pape, cependant, prend ses paroles au pied de la lettre et dit qu'il accepte de devenir le fiancé de sa petite fille. Will est muet car il réalise qu'il s'est fiancé à Élise en moins d'1 minute et qu'il ne peut plus reculer maintenant. Quand il rentre chez lui, ses amis le déguisent en clown en apprenant qu'il est allé se faire baptiser et est revenu fiancé. Ils pensent également que Élise est une femme idéale et Will apprend qu'il n'existe pas de mariage romantique dans ce monde et qu'il est chanceux d'avoir vu la fille avant que tout ne soit décidé. Sa nouvelle belle-sœur termine son maquillage et Wells sort habillé comme une vraie bête pour qu'on ne le reconnaisse pas comme le noble brillant. Erwin est avec lui et il moque constamment son future épouse et Wells se demande ce que réellement Élise pense de lui. Plus tard, ils vont au marché où le fanatique de l'épieu identifie Wells grâce à son déguisement avec ses capacités de stalker professionnel. Il commence à montrer ses talents d'épieu là-bas et tout le monde se joint à lui dans la quête de l'attention de Wells et devient son retenu. Il téléporte chez lui et retire son déguisement de clown, alors Irwin et Eric lui conseillent de trouver un retenu qui peut repousser toutes les candidatures indésirables. Irwin suggère qu'il pourrait l'embaucher et Wells aime l'idée, donc il engage immédiatement son ami en tant que retenu qui ne peut pas croire ce qui vient de se passer. Walt ne s'attarde pas à expliquer et va directement voir sa fiancée, mais téléporte à côté de la fenêtre de son grand-père. Il tombe et reste là jusqu'à ce que le vieux pape retourne dans son bureau, mais bientôt Élise le découvre allongé là et il la conduit sur le toit pour lui parler en privé. Il demande nerveusement ce qu'elle ressent à propos de leur engagement et Élise répond qu'elle est heureuse d'être la femme du héros qui a tué le dragon.
c'est suffisant pour Will et il passe du temps avec ses fans. À la maison, Irwin est arrogant car il est le seul avec un emploi dans son groupe et il commande Louise et Suzanne en leur disant qu'il demandera Guelph de les embaucher comme ses juniors. Les filles ne veulent pas vivre sous son autorité et cherchent une façon de monter en grade. Alors qu'elle regarde Terrick s'embrasser tendrement avec sa femme, Louis suggère qu'elle devrait aussi essayer de devenir les femmes de Will, et s'il ne peut avoir plus d'une femme, elles viseront à être ses maîtresses. Suzanne ne s'oppose pas à l'idée et les deux filles commencent à célébrer leur futur merveilleux, où elles n'auront plus besoin de travailler après leur mariage avec Rich. Well rentre pendant qu'elles sont en plein délire, et Louise essaie de le séduire en faisant une danse stupide de Fortnite, mais il est irrité et quitte la pièce. Elle ne lâche pas prise et travaille dur la nuit, mais Suzanne est timide et ne peut pas suivre. Well est à leur fenêtre, et vous pouvez entendre leur conversation gênée alors qu'il reçoit une invitation à dîner de l'adjoint du pape. La soirée suivante, il va au château du pape et a un dîner privé élégant avec Élise, mais ils sont tous les deux gênés et ne savent rien dire. Will veut partir dès qu'il a fini de manger, mais l'adjoint suggère qu'il emmène sa petite amie faire des courses pour leur première date. Il achète un anneau de fiançailles et Well se retrouve dans une bijouterie avec des bijoux surchargés. Élise lui dit qu'il n'a pas besoin de gaspiller autant d'argent pour elle, mais un simple anneau attire l'attention de Will et il prévoit de le donner à sa fiancée. Quand il apprend qu'il coûte 300 pièces d'or, il se demande si c'est fait par Apple, mais il doit paraître cool devant Élise et achète l'anneau sans négocier. Il rentre dans la carriole où Élise louange son choix, disant qu'il doit avoir su que c'était un anneau magique avant de le choisir, et il répond qu'il a juste pensé qu'il serait joli sur elle. Elle est ébahie et Well devient plus franc avec elle, disant qu'il se sent chargé quand tout le monde l'appelle héros et qu'il doit vivre à la hauteur des attentes, mais qu'il se sent lui-même autour d'elle. Il décide de charger l'anneau avec sa magie et il commence à briller et crée un chevalier disco à l'intérieur de la carriole, et voyant le sourire de Well, donne des papillons à Élise. Plusieurs jours ont passé depuis et Louise et Suzanne discutent de leur plan pour séduire Well avec Erwin quand Élise vient rencontrer son futur mari. Elle apprend qu'il n'est pas là car le roi l'a appelé pour une mission. Le roi ordonne à Well de tuer un dragon, et bien que surpris par l'échelle de la mission, il ne peut pas refuser les ordres de son supérieur. Le capitaine de nuit explique le plan de développement de la Terre à Well et Brandt, mais pour obtenir la Terre, ils doivent éliminer le dragon et les monstres indigènes. Seuls des magiciens puissants peuvent contrer la respiration d'un dragon, donc Well et Brandt ont été choisis pour cette mission, avec un troisième membre, un guerrier costaud avec un mohawk funky. Well est effrayé par le niveau 99 extraverti et fan de gymnase qui brûle de passion pour chasser le dragon. Il pense que cet homme musclé doit être un guerrier, mais Brandt lui dit que c'est Armstrong, le magicien du palais avec un corps de tank. Ils décollent immédiatement pour la position du dragon sous la direction d'Armstrong et se joignent à l'armée là-bas. Très vite, le groupe de Well apprend aussi cette mission, et ils sont engagés pour combattre les petits monstres dans la région après que le dragon a été éliminé. Son armée temporaire pour cette mission comprend tous les guerriers qui veulent attirer son attention avec Erwin comme leur commandant réticent. Ils arrivent à la base militaire et bientôt Élise les rejoint en tant que guérisseur, mais elle ne peut pas voir son fiancé car il est déjà parti combattre le dragon. Wellbrand et Armstrong sont au repère du dragon et le rugissement fort d'Armstrong fait tomber le repère. Le dragon se réveille et libère un rugissement empli de colère, faisant que les cheveux de Well se dressent karaté sur sa tête. Armstrong commence le combat en utilisant sa magie pour se transformer en Power Ranger. Il porte une armure magique et manifeste un immense marteau qu'il utilise pour frapper le dragon et le jeter au sol. Brandt dit à Will de faire sa part avant que le gros type ne manque de magie, et il utilise un sort de vent puissant pour tuer le dragon, tandis qu'Armstrong le maintient. Well collecte le corps du dragon comme butin, mais ensuite Brandt lui dit qu'ils ne peuvent pas se permettre de se détendre car un nombre massif de monstres sera hors de contrôle maintenant que le dragon a été vaincu. Le combat contre les monstres commence de part et d'autre, et les gens et l'armée de Well se blessent sérieusement. Alice court toute la journée pour guérir les soldats loulous blessés, et après qu'elle a dépensé toute sa magie, elle utilise la puissance de stocker dans son anneau. Elle entend les exploits de son fiancé des soldats, et cela la motive. À l'aube, le messager arrive et déclare que le combat est fini et que tous les monstres ont été tués, mais ensuite un autre homme dit que Well est blessé. Élise est inquiète et court voir, mais il est parfaitement en forme, donc elle est trop joyeuse et s'évanouit. Elle se réveille plus tard sous un arbre avec Well à ses côtés, et il a également entendu des histoires sur comment elle avait soigné les soldats et leur avait donné du courage. Ils ont un moment touchant où Élise lui dit combien elle était inquiète pour lui, et alors Armstrong arrive en courant vers eux et soulève le lien, disant à Well ébahi qu'elle est sa nièce. Après le succès de la mission, Well est promu baron et obtient une autre médaille du dragon tueur. Le roi l'a ordonné de déménager à la capitale et il est en train de packer ses affaires. Lorsqu'Élise vient le rejoindre et déclare qu'elle va vivre avec lui dans la maison de la capitale, Louise et Suzanne trouvent cette nouvelle terriblement mauvaise pour leur plan de devenir les concubines de Will et pensent qu'il sera difficile de le séduire maintenant.
Elle ne s'avère pas que Élise pensait qu'elles étaient déjà fiancées à Well car elles vivaient avec lui, mais il clarifie qu'il n'y a rien de tel entre eux. Il saisit sa chance et demande à Élise comment elle se sentirait si elle avait quelques maîtresses, et Élise dit que c'est une chose normale dans la société des nobles. Louise et Suzanne savent qu'elles ne trouveront pas mieux et déclarent leur intention de se marier avec Well, et avec Élise lui donnant son feu vert, il agrandit son harem. Plusieurs mois plus tard, l'un des autres frères de Well se marie, et à la cérémonie, Eric lui parle du tournoi de combat martial organisé à la capitale tous les 3 ans. Will n'est pas intéressé parce qu'il n'y a pas de catégorie pour les magiciens dans le tournoi, mais ses frères disent qu'il doit le faire comme noble. Will dit qu'il s'enregistrera comme un espadon et utilisera la magie pour renforcer son corps, mais il apprend que cela n'est pas autorisé non plus. Il est déprimé mais décide quand même de participer à la catégorie d'espadon car ses frères insistent. Ses amis apprennent aussi le tournoi de Brandt qui leur dit de participer pour l'honneur de leur famille. Louise et Suzanne savent qu'elles ne peuvent pas utiliser la magie pour renforcer leur corps comme d'habitude, donc elles se mettent à l'entraînement immédiatement, mais Irwin est détendu car il a déjà un emploi sûr. Grant lui dit qu'il risque d'être viré de la famille s'il est inutile, et Irwin est submergé par des doutes. La nuit, Well dit à tout le monde que Illus veut rejoindre leur groupe en tant que guérisseur, et il mentionne aussi que le champion en titre du tournoi ne participe pas pour donner une chance aux autres. Erwin pense qu'il peut gagner le concours dans ce cas et commence à s'entraîner sérieusement. Le lendemain matin, Erwin laisse tout le monde derrière lors de l'entraînement, et Well est le plus faible du groupe, il est mauvais en course et en pompe et ne peut même pas utiliser correctement son épée, donc il abandonne l'entraînement. Ses amis continuent à s'entraîner jour après jour, mais lorsque Will leur dit que le champion en titre participe à nouveau au tournoi, Erwin se déprime et se désintéresse. Il se sent comme s'il voulait abandonner et arrête même d'entraîner malgré les tentatives de Louise et Suzanne pour le convaincre. Lorsqu'il va parler à Will de cela, il apprend que Élise s'entraîne en secret pour ne pas devenir un fardeau pour leur groupe avec son corps faible. Cela donne à Erwin le coup de pouce dont il avait besoin et il commence à s'entraîner de nouveau sérieusement. Bientôt, le jour du tournoi arrive et le premier match de Will est contre le champion défendant qui est aussi le capitaine des magiciens. Well sait qu'il n'a aucune chance de gagner, donc il veut au moins ne pas être humilié devant le public. Le combat commence et le capitaine des magiciens l'éteint d'un coup de poing de son épée en un éclair et Well retourne humblement auprès de ses amis magiciens. Là-bas, il boit du thé avec sa fiancée pendant qu'ils attendent que leurs amis terminent leur combat. Tous combattent bien et Louise est la première à revenir après avoir perdu en demi-finale des qualifications. Suzanne est arrivée en finale des qualifications et son adversaire est le fanatique de l'épieu qui cherche toujours l'attention de Well. Il prévoit de vaincre la fille pour pouvoir entrer dans le pantalon de Well, ou plutôt dans son groupe. Suzanne trouve qu'il est beaucoup plus fort et compétent qu'elle et perd rapidement contre lui avant de retourner auprès de ses amis. Elle veut raconter à Well sur le fanatique de l'épieu polyvalent nommé Rodrich car il peut être très utile pour lui. Mais Well dort maintenant car Élise ne lui a pas permis de dormir beaucoup la nuit précédente. De l'autre côté, Erwin est arrivé en finale mais s'est blessé à l'armure dans les demi-finales et son adversaire en finale est le capitaine de nuit. En recevant des soins dans la salle de soins, le médecin lui dit de se retirer pour son propre bien, mais il ne veut pas être viré de la famille. Ses amis sont également là et il lui donne le lunchbox envoyé par Well qui était sa manière de souhaiter bonne chance à tous. Sachant que Well ne le virera pas même s'il perd, Irwin décide de combattre pour l'honneur de son ami. Bien sûr, il perd, mais ses compétences impressionnent le capitaine de chevalier qui décide de le prendre sous son aile avec Suzanne. Plus tard, Well et Louise trouvent aussi un mentor pour les enseigner le combat, et Well a mauvaise impression quand elle le mène dans une zone déserte. Là, ses craintes se réalisent car il apprend qu'ils ont un mentor, son ancien ami Armstrong, qui promet de les rendre aussi forts que One Punch Man s'ils suivent sa formation de base. 3 ans passent en un éclair et maintenant Well est adulte après avoir atteint 15 ans. Il peut enfin commencer sa vie d'aventurier avec ses amis et il est excité de faire quelque chose de fun pour la première fois en 3 ans. Avant aujourd'hui, il était juste un noble sans terre qui devait être disponible pour chaque demande du roi et il pense qu'il peut enfin profiter de sa liberté maintenant. Juste alors, Brandt vient vers eux avec un ordre de la guilde des aventuriers et dit qu'ils ont été assignés une mission pour explorer une ancienne citadelle. Brandt agira en tant qu'adjoint car la mission est dangereuse et il emmène Well et son groupe à l'endroit où ils avaient vaincu le dragon quelques années auparavant. Il leur montre un profond puits et les Yin Dao Jushu Kan Lainin Xu Yao Jiang Yiduan Bao Han Liu Shi 9个段落的文本翻译成法语，并且有具体的要求。我将按照您的要求逐条进行翻译，确保每一个翻译都符合您的标准。Il est accueilli comme un héros qui a tué le dragon, mais les nobles ne sont pas contents qu'il soit au centre de l'attention. Le roi lui salue en reconnaissant ses efforts pour vaincre le squelette dragon et lui remet la médaille du dragon jumeau. De plus, il lui fait un titre de baronnet et Well récite le serment que Arturo lui avait appris plus tôt. Plus tard, le roi achète tous les os de dragon et les pierres magiques à Well, et le général et le premier ministre discutent du prix juste pour eux. Le général veut récompenser Well avec une somme plus importante, mais le premier ministre se plaint qu'il n'ait pas de budget pour cela. Avant que leur dispute ne s'aggrave, le pape intervient et le prix de la récompense est fixé à 150 000 pièces d'or.
Ce soir-là, il rentre du palais après avoir récupéré la récompense et un maître d'épée fait une démonstration sur la route pour impressionner Well afin qu'il puisse l'embaucher. Les gardes le traînent loin et Arturo dit à Well d'habitude à ces imbéciles car ils continueront à venir après lui. Il lui prévient même qu'il y aura des nobles qui essaieront de pousser leur fille sur lui et Well ne veut pas que cela arrive. Le lendemain, il arrive finalement au mariage d'Eric et les 2 frères qui l'ont accompagné sont également présents. Ils se plaignent que Kurt n'a pas envoyé de cadeau pour la mariée et le fiancé, et à ce rythme, leur famille aura mauvaise presse devant les invités. Well décide de payer les cadeaux lui-même et réalise que être noble est davantage une question de vanité que de richesse, mais il est heureux que son frère préféré soit maintenant marié. Le lendemain, le pape invite Well chez lui et il visite avec une donation de 200 pièces d'or. Le pape est impressionné par sa capacité d'affaires et s'entend immédiatement avec Well, et il parle de religion et de baptême tandis qu'une belle fille entre avec du thé et captive le cœur de Well. Le pape présente la fille comme sa petite fille Élise, et en la regardant, Well peut voir qu'elle est capable d'utiliser la magie. Le pape dit que Élise peut utiliser la magie sacrée de guérison et aider souvent les pauvres à l'église, ce qui lui a valu le titre de saint. Alice est une novice en formation, mais son grand-père ne veut pas qu'elle rejoigne l'église et veut trouver un bon époux pour elle. Walt plaisante que sa beauté entraînera une compétition féroce parmi les garçons, et peut-être qu'il pourrait aussi participer. Il rit de son blague, mais réalise ensuite que personne d'autre ne trouve ça drôle. Le pape, cependant, prend ses paroles au pied de la lettre et dit qu'il accepte de devenir le fiancé de sa petite fille. Will est muet car il réalise qu'il s'est fiancé à Élise en moins d'1 minute et qu'il ne peut plus reculer maintenant. Quand il rentre chez lui, ses amis le déguisent en clown en apprenant qu'il est allé se faire baptiser et est revenu fiancé. Ils pensent également que Élise est une femme idéale et Well apprend qu'il n'existe pas de mariage romantique dans ce monde et qu'il est chanceux d'avoir vu la fille avant que tout ne soit décidé. Sa nouvelle belle-sœur termine son maquillage et Well sort habillé comme une vraie bête pour qu'on ne le reconnaisse pas comme le noble brillant. Erwin est avec lui et il moque constamment son future épouse et Well se demande ce que réellement Élise pense de lui. Plus tard, ils vont au marché où le fanatique de l'épieu identifie Well grâce à son déguisement avec ses capacités de stalker professionnel. Il commence à montrer ses talents d'épieu là-bas et tout le monde se joint à lui dans la quête de l'attention de Well et devient son retenu. Il téléporte chez lui et retire son déguisement de clown. Alors Irwin et Eric lui conseillent de trouver un retenu qui peut repousser toutes les candidatures indésirables. Irwin suggère qu'il pourrait l'embaucher et Well aime l'idée, donc il engage immédiatement son ami en tant que retenu qui ne peut pas croire ce qui vient de se passer. Bientôt, Erwin arrive pour emmener Louise et Suzanne leur montrer un truc super excitant, et même si elles sont trop crevées pour citer pour ses bêtises, elles le suivent. Well se réveille à cause de leur chahut, aide sa fiancée à se lever, et ils rejoignent Brandt qui est dans une bibliothèque juste à côté de leur chambre. Il a découvert qu'un grand magicien de l'ancienne civilisation a créé ce donjon comme une épreuve pour trouver quelqu'un digne de recevoir son héritage. Well ne comprend pas ce qui pourrait être si précieux pour justifier un test si élaboré, mais ses amis sont sur le point de le lui montrer. Il l'emmène dans un hangar abritant 7 dirigeables magiques antiques qui sont à l'origine de la plupart de leur technologie magique moderne. Brent affirme que c'est la découverte du siècle et qu'il parle de millions de pièces d'or, même en sous-estimant leur valeur. Erwin tire alors un levier, ouvrant une porte qui mène hors du hangar, et tout le monde est ravi de laisser le donjon derrière eux. Bientôt, Well et son groupe se présentent devant le roi et lui exposent tout ce qu'ils ont découvert dans le donjon. Le roi achète toutes leurs trouvailles, tandis que la guilde de magie acquiert le cercle de téléportation forcée. Vient le moment de la récompense et le Premier ministre bégaye en déclarant que chaque membre du groupe de Well recevra 2 millions de pièces d'or pour avoir mené à bien cette mission. Comme le royaume n'a pas les fonds immédiatement, ce sera payé en 20 ans par tranche. Well panique en pensant aux impôts qu'il devra payer. Avec autant d'argent, il décide de quitter la capitale pour retourner à l'académie dans son ancienne demeure. Well fait part de ses projets à Armstrong qui lui souhaite bonne chance pour l'avenir. Il lui révèle aussi que pendant son exploration du donjon, des rumeurs sur sa mort circulaient dans la capitale. Wallace l'entend pour la première fois et demande pourquoi quelqu'un ferait ça. Armstrong dit qu'il est victime de son succès, devenu trop riche, trop vite, et que les gens sont jaloux. Les amis de Well acquiescent, affirmant que la plupart les envient d'être les compagnons du tueur de dragons et craignent que cela ne s'intensifie avec cette nouvelle récompense. Aucun d'eux ne veut des tracas qui viennent avec l'argent. Alors Suzanne sort le règlement de la guilde des aventuriers et dit qu'ils peuvent redistribuer la récompense. Louise et Erwin sont d'accord et prévoient de donner leur part à Well, lui demandant de les rembourser en salaire et cadeaux. Suzanne demande à Élise ce qu'elle compte faire de sa récompense et elle répond que tout ce qu'elle possède appartient à son futur mari. Comme ça, Well se retrouve avec 10 millions de pièces d'or et il se dit que la jalousie va encore monter d'un cran.
La nouvelle du retour sain et sauf de Well parvient à Rucker, le noble à l'origine des rumeurs. Il pense que même si le garçon est revenu du donjon, ses ennemis se sont unis et peuvent désormais lui nuire plus directement. Quelques jours plus tard, Well prend le thé avec ses amis quand il remarque quelqu'un dehors. Il craint qu'un voleur ou un assassin ne le traque, alors il décide d'engager un garde pour protéger son manoir quand il déménagera à l'académie. Ses amis aiment l'idée et disent que le garde doit être fort, loyal et bon gestionnaire, et une seule personne leur vient à l'esprit. Suzanne dit à Well qu'il devrait engager Roderick, le fanatique de la lance. Bien que choqué, Well décide de voir s'il veut toujours travailler avec lui après des années passées dans la friend zone. Il l'invite chez eux, lui demande s'il veut les rejoindre comme vassal, et Roderick fond en larmes, n'ayant jamais cru ce jour possible. La harceleuse est toujours là et tout le monde la remarque quand elle commence à baver en les voyant manger du gâteau. Louise et Roderick tentent de l'attraper, Erwin maintient Well face contre terre pour le protéger du danger, mais la fille est trop rapide et leur échappe. Roderick dit qu'elle doit être envoyée par les mêmes hommes qui ont répandu les rumeurs sur la mort de Well et il demande sa permission d'enquêter. Il lui conseille aussi de quitter la capitale immédiatement pour sa sécurité, mais Well a encore des choses à régler ici. Le lendemain, il se rend au laboratoire de recherche de la guilde de magie avec son groupe, car il a appris qu'ils avaient transformé le cercle de téléportation magique qu'il avait trouvé dans le donjon en un appareil capable d'invoquer tout ce à quoi l'utilisateur pense. Erwin dit que cette machine est le rêve absolu d'un voleur de sous-vêtements et Louise et Susan le frappent. Well ignore leur chahut, se place sur un cercle magique pour le tester et imagine ce qu'il désire. Le cercle magique s'active et fait apparaître ce qu'il imaginait, le sous-vêtement d'une assistante de laboratoire qui gifle Well et le lui arrache. Les filles de Well sont gênées qu'il ait choisi quelqu'un d'autre, mais il accuse Erwin d'avoir corrompu son esprit innocent. Erwin accepte le blâme et après s'être calmé, Well retente sa chance, ses filles agrippant leurs vêtements au cas où. Cette fois, il réussit et invoque exactement ce qu'il voulait, le transportant hors du labo sur une brouette. Une harceleuse est là aussi, et elle sent quelque chose de comestible dans le chariot avant que Well ne téléporte son groupe chez lui. Elle suit Well jusqu'à sa maison où il organise une fête pour tous ceux qui l'ont aidé avant de quitter la capitale. Tandis que tout le monde savoure mets et boissons, Well sort son dernier plat, du thon à la sauce soja, affirmant avoir pêché le poisson avec l'outil magique. Les invités sont sceptiques face au poisson cru, mais Sinswell insiste pour qu'il goûte et il trouve ça délicieux. Voyant tout le monde apprécier le poisson, la harceleuse commence à baver et a du mal à se contrôler. C'est alors que Roderick revient de sa mission et informe Well que Rucker, le frère du Premier ministre, était derrière les rumeurs. Roderick pense que Rucker veut supplanter son frère aîné et devenir Premier ministre, et qu'il tentait d'y parvenir en nuisant aux proches de ce dernier. Il a même envoyé un message à la famille de Well pour annoncer sa prétendue mort, voulant que les enfants de Kurt héritent de son titre et de ses biens pour qu'il lui soit redevable à jamais. Well veut faire quelque chose contre ce sale type, mais Roderick s'en est déjà occupé en répandant de fausses rumeurs selon lesquelles Rucker aurait comploté pour tuer Well dans le donjon et le roi allait l'interroger. Well trouve ça un peu excessif, mais Roderick a ses raisons personnelles. Rucker est le père illégitime de Roderick qui a refusé de le reconnaître, lui ou sa mère, après l'avoir mise enceinte. Roderick sait que son père est une vraie crapule, c'est pourquoi il a été le premier qu'il a décidé d'enquêter et son intuition s'est avérée juste. Tandis qu'ils discutent de leurs problèmes familiaux respectifs, Elise arrive avec du thon pour Roderick et la harceleuse ne peut plus contrôler sa faim. Elle frappe bruyamment à la porte et tout le monde est sur ses gardes, mais quand elle entre en arrachant la porte, ils sont trop stupéfaits pour réagir. Elle se dirige agressivement vers Well et quand Erwin tente de l'arrêter, elle le projette au sol. Elle court de nouveau vers Well qui tressaille, craignant pour sa vie, mais la fille se contente de prendre l'assiette de thon et commence à la dévorer. C'est alors que le général arrive et s'excuse pour le comportement impoli de sa fille, la présentant comme Wilma. Elle dit qu'elle enquêtait sur Well depuis quelques jours pour voir s'il pouvait bien la nourrir et il a réussi son test. Wilma n'hésite pas et demande à Elise une deuxième portion, tandis que son père explique sa faim perpétuelle à Well. Brandt dit que la fille souffre du syndrome du héros, ce qui signifie que la magie circule constamment en elle, lui donnant une force incroyable mais brûlant aussi d'énormes quantités de calories. Wilma le prouve en portant un thon entier dans le hall et en le cassant sans effort en deux. C'est pourquoi elle doit manger constamment et le général pense que Well peut couvrir ses frais s'il la prend comme garde du corps ou comme épouse. C'est encore plus abrupt que ses fiançailles avec Elise et Well affirme qu'il va vivre comme un aventurier ordinaire et chasser de petits animaux. Il dit n'avoir aucun besoin d'une garde du corps si forte, mais le général lui répond qu'il ne vivra pas comme un aventurier ordinaire. Il a appris par ses informateurs que le duc Amedilo prévoit de le faire chasser des monstres sur son territoire, et Wilma serait un ajout parfait à son groupe. Le duc est surpris par son réseau de renseignements, puis il se confie à Well et lui demande d'accepter une mission pour lui.
D'autre part, le messager que Rucker a envoyé chez Well concernant sa mort supposée a atteint Kurt et sa femme, Hamli. Ils sont choqués d'apprendre la mort de Well et la lettre dit que Rucker veut que les enfants de Kurt héritent du titre et des biens de Well et rejoignent sa faction. Cette nouvelle est un choc agréable pour Kurt et il éclate de rire en entendant parler de cette opportunité. Cependant, Hamli hurle en voyant quelque chose dehors et Kurt décide d'aller voir aussi. Dès qu'il regarde dehors, il pâlit de choc comme s'il avait vu un fantôme alors qu'il n'y a que Well et son groupe. Là, il discuterait du plan du duc avec le seigneur du territoire et Brand s'entretient avec le père de Well. Il commence à parler de l'expédition menée par le duc précédent dans la forêt enchantée il y a 15 ans, où les 2000 soldats qu'il dirigeait ont péri. Le père de Well connaît cet incident, ayant lui aussi envoyé une troupe pour aider le duc. Brand lui dit que tous ces soldats morts sont devenus des zombies et que Well et son équipe sont là pour les purifier. Kurt, malgré son manque d'argent, a une attitude des plus arrogantes et déclare qu'ils ne leur fourniront aucune aide. Brand répond qu'ils n'en ont pas besoin et sont là pour discuter des termes de la mission. Kurt exige qu'il lui paie un tribut pour travailler sur ses terres. Il demande au chef du village le taux de commission standard et après avoir appris que c'est 30%, il exige que Well paie 50% de leur part. Son jeune frère Herman tente de convaincre Kurt de ne pas être un tel salaud car il pourrait récupérer les biens des soldats morts de la région. Kurt est catégorique, il ne descendra pas en dessous de 50%, disant que leurs pauvres soldats n'avaient rien de valeur à récupérer et que leurs funérailles avaient déjà eu lieu. Élise interrompt et dit que les âmes des défunts sont toujours piégées dans leur corps et ne trouveront pas la paix tant qu'elles ne seront pas libérées, offrant d'organiser de vraies funérailles. Kurt répond que ce n'est pas nécessaire et accuse Élise de n'être intéressée que par le festin des funérailles. Erwin s'était retenu d'écouter les conneries de Kurt plus tôt et il finit par exploser, lui demandant de surveiller son attitude. Kurt le nargue, lui et Well, demandant si tous ses vassaux sont des voyous comme ça, et Well retient à peine Erwin de briser le cou de son frère. Il en a aussi assez des ingérences de Kurt et se tourne vers son père, le vrai seigneur ici, pour lui demander des nouvelles des négociations. Kurt est furieux d'être mis de côté et s'emporte de nouveau, et cette fois, Louise et Suzanne lui disent de surveiller son ton en parlant à un baron. Cela le rend encore plus furieux, et Well pense que son frère est comme les clients toxiques de sa vie passée. Plus tard, Well et son groupe dînent avec Herman et sa femme, Marlena, qui racontent à Well qu'après qu'il soit devenu le célèbre héros tueur de dragons, Kurt a perdu la tête. Il est paranoïaque depuis et pense que Well est là pour lui voler son droit sur le territoire. Tout le monde profite du dîner, mais quand Herman essaie de servir de l'alcool à Brandt, il refuse et ne mange que les noix qu'il a apportées. Plus tard, Marlena demande à Well de rapporter les affaires de son grand-père qui faisait aussi partie de l'expédition et il promet de faire de son mieux. Elle le remercie disant qu'il devrait devenir le prochain seigneur à la place de cet imbécile de Kurt et elle se fiche de ce que les autres penseront. Well réalise que c'est la lutte de succession inconfortable dont son maître l'avait averti et il veut quitter sa maison dès qu'il aura terminé le travail. Le lendemain, il commence la mission et se rend dans la forêt enchantée pour narguer les morts vivants avec des insultes de cours de récréation. Élise demande si de telles insultes idiotes fonctionneront, et Brandt l'assure que même si les zombies sont des idiots, ils savent quand on se moque d'eux. Bientôt, le ciel s'assombrit et les zombies apparaissent de toutes parts. Élise sort un tissu avec un cercle magique et elle et Well y versent leur magie pour créer une barrière de purification. Ils l'étendent au maximum et dès que les zombies touchent la barrière, ils sont purifiés et leurs corps disparaissent, ne laissant que leurs armures. Erwin se plaint de ne pas avoir d'action et Brandt lui dit, ainsi qu'aux autres, de récupérer les armures, car c'est leur seul rôle pour l'instant. Bientôt, le chef de l'armée des morts vivants, l'ancien duc, arrive lui-même et est également purifié. Well demande s'ils en ont fini avec tout le monde, mais Wilma lui rappelle que le grand-père de Marlena était toujours là et ils l'attendent. Soudain, un wyvern zombie les attaque du ciel et Well sauve Erwin complètement perdu tandis que Wilma se dresse devant le monstre. Elle l'attaque avec sa hache géante, lui coupe la tête et le monstre est purifié après avoir été décapité. Après le wyvern, des monstres sangliers morts-vivants les attaquent aussi, et certains des plus grands résistent à la magie de purification et entrent dans la barrière, donnant aux membres du groupe de Well de quoi s'occuper. Ils battent les monstres pour qu'ils soient purifiés après avoir été vaincus, et après un certain temps, tous les zombies sont éliminés. Tout le monde est épuisé et Élise retire la barrière, mais alors le dernier des zombies humains arrive, et à son armure, Well reconnaît le grand-père de Marlena. Lui et Élise vont s'en occuper, mais le zombie prend la parole et demande des nouvelles de sa petite fille. Tout le monde est choqué et Brandt leur dit que le zombie a évolué en liche. Cependant, quand Well dit au vieil homme que sa petite fille vit heureuse avec son mari, il est apaisé et lâche son épée. Il ne résiste pas quand Élise le purifie et disparaît sans laisser même son armure. Well ramène les affaires des soldats au village, où les gens sont émus de recevoir les souvenirs de leurs proches disparus.
Il remercie Well pour ce qu'il a fait, mais Kurt arrive alors et déclare que toutes les armures devaient lui être rendues une fois que tout le monde aurait fini de pleurer. Il veut tout faire fondre et utiliser le métal pour fabriquer des outils de développement, et les gens le supplient de les laisser enterrer les armures à la place de leurs proches disparus. Kurt refuse grossièrement et Well s'oppose à son frère, lui disant qu'il allait trop loin. Kurt répond qu'il se soucie plus du développement de la Terre que de quelques roturiers morts, et pour cela, il a besoin de fer. Well dit que s'il a juste besoin de fer, il peut prendre le minerai de fer dans sa bourse et laisser les villageois tranquilles. Kurt est surpris et tombe au sol, mais quand ses laquais lui demandent quoi faire, il leur dit d'attendre que Well quitte le village. Well retourne à la capitale le lendemain même et livre l'armure des soldats à Amadeus, qui dit qu'il rendra les biens aux familles des soldats morts, mais que cela prendra du temps. D'ici là, Well reçoit l'ordre de rester dans son village. Il ne veut pas y passer un seul instant, mais il doit suivre les ordres, et même Brandt lui dit de profiter de son séjour dans sa maison d'enfance. Il se téléporte chez lui, le chef du village est surpris de le revoir, puis invite son groupe à assister aux funérailles de masse qui auront lieu demain. Aux funérailles, Élise prie pour les soldats morts, car elle est la prêtresse célèbre. Les villageois lui sont reconnaissants, mais ils sont furieux que Kurt ne se soit pas montré pour rendre hommage. Plus tard, les villageois organisent une fête où tout le monde s'amuse, et Brandt refuse toujours de boire et continue de grignoter ses noix. Bientôt, la femme de Kurt, Amli, et leurs enfants viennent offrir leurs prières sur le site des funérailles, et Well salue sa belle-sœur. Ses neveux sont vraiment excités de le rencontrer, ayant entendu des histoires de leur oncle tueur de dragons, et ils veulent savoir comment il a fait. Les amis de Well décident de monter une petite pièce pour amuser les enfants, avec Erwin jouant le dragon squelette, Louise incarnant Brandt et Suzanne obtenant le rôle principal de Well. Une fois la pièce terminée, Well offre des bonbons à ses neveux et puis leur souhaite bonne nuit. Après cela, le chef du village vient lui parler en privé et demande à Well de devenir le prochain seigneur, car la plupart des gens le souhaitent. Well est troublé et dit qu'il ne peut pas car c'est le droit d'aînesse de Kurt. Mais le chef du village se moque de lui et du seigneur actuel, insistant sur le fait que leur terre n'a aucun avenir sous leur règne. Well dit qu'il ne veut pas être seigneur et souhaite vivre en aventurier, mais le chef sait que son vassal Rodrich est doué pour gérer ce genre de choses, ce qui laissera Well libre de faire ce qu'il veut. Il offre au jeune homme son soutien total et dit que même le palais royal veut qu'il prenne les rênes de cette terre. Juste au moment où le chef finit de parler, Brandt arrive et complimente sa perspicacité pour avoir tout déduit sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Il confirme que le roi veut effectivement prendre le contrôle de cette région et en devenir le nouveau seigneur. Brandt emmène Well pour discuter du plan en privé et dit que les rois précédents ont voulu développer cette région depuis longtemps, mais que les seigneurs ici ont tous été ordinaires et incompétents. Kurt était aussi incompétent que possible et en plus c'était une crapule, alors le roi a été contraint de prendre des mesures strictes. Cependant, il ne pouvait pas simplement ordonner au père de Well de changer d'héritier, alors il a élaboré un plan avec ses fonctionnaires de confiance. Ils veulent rendre Kurt fou pour qu'il attaque Well, mais il serait alors maîtrisé et arrêté. Le seigneur actuel prendra la responsabilité de l'outrage de son fils et démissionnera, ouvrant la voie à Well pour devenir le nouveau seigneur. La mission de purification des morts vivants du duc est devenue le parfait leurre pour exécuter le vrai plan. Well demande à Brandt pourquoi il ne lui a pas dit ça avant, et il répond que les choses se seraient passées de la même manière même s'il avait tout su. Well dit que ce plan peut être dangereux, mais Brandt l'assure qu'il surveillait tout le monde pour éviter tout problème, allant même jusqu'à arrêter de boire pendant quelques jours pour rester au top de sa forme. Well est toujours incertain quant à devenir seigneur, mais Brandt lui dit qu'il a le pouvoir, l'influence et l'argent pour développer cette région, et que personne n'est mieux adapté à ce rôle. Le lendemain, Well parle du plan du palais à ses amis, qui trouvent que c'est une bonne idée et lui suggèrent d'arrêter de s'en faire et d'accepter les ordres comme d'habitude. Bientôt, Amli et ses fils rendent en visite à Well, et en oncle magicien cool, il leur montre des tours sympas en créant des boules d'eau et des mini-arcs-en-ciel. Les amis de Well plaignent les enfants innocents, pensant qu'une fois leur père destitué, ils perdront leur titre noble et pourraient même être exilés. La nuit, Well et ses amis dînent avec Herman quand ils entendent des gens crier dehors et trouvent un groupe de villageois mécontents qui vont voir le seigneur actuel pour lui demander de nommer Well comme son héritier. Ils n'ont pas peur des représailles car ils en ont déjà marre du règne injuste de Kurt. En les voyant si sérieux sur le sujet, ils leur demandent de lui accorder du temps et ils sont surpris d'apprendre qu'il reste ici plus longtemps parce qu'ils avaient entendu des ragots selon lesquels il allait partir demain. Brad réalise que le chef du village est derrière ça et il se rend vers lui pour l'avertir de faire attention à ce qu'il fait. Il prétend que le chef ne fait rien de mal, mais le palais n'aime pas qu'on agisse librement. Le chef du village le remercie de l'avertissement, mais il est déjà décidé à faire ce qui est bon pour son village et avant de partir, il dit à Brandt de se méfier d'Amélie. Sur le chemin du retour à l'hôtel, il trouve Well qui se demande ce qui est arrivé à Kurt après qu'il a été démis de ses fonctions. Il ne peut penser qu'à son exil, mais Brandt lui dit qu'on ne lui laissera pas le temps de parler.
Naval est inquiet parce qu'il ne veut pas voir son frère mourir et le lendemain matin, il va lui parler. Il propose un marché à Kurt, lui demandant de lui donner du terrain quand il sera le seigneur et en échange, il promet de lui donner des fonds pour développer son territoire. Will dit que c'est une solution gagnante-gagnante et marque sur la carte le terrain non développé qu'il veut. Kurt est furieux et déchire la carte en accusant Will d'essayer de prendre sa place de seigneur de manière rusée. Will dit qu'il n'a aucune telle intention et avertit Kurt de l'insatisfaction croissante, mais Kurt est furieux et lui dit de partir immédiatement. Dehors, Will rencontre Amélie et ses fils et elle veut parler à Well dehors. Will lui dit qu'il veut un bon dénouement pour tout le monde, mais maintenant, il ne sait pas comment le faire. Amélie répond qu'elle ne s'inquiète que de ses enfants et veut qu'ils soient en sécurité et heureux, et c'est pourquoi elle s'est approchée de Well car son mari n'a pas de futur. Elle demande à Well comment il se sent en tant que père d'adoption et il lui dit qu'il a déjà plus que suffisamment de femmes. La rencontre avec Kurt et Amélie le laisse incertain sur quoi faire, mais Well trouve une solution unique à son problème. Alors qu'il fait de la mayonnaise avec ses amis, Well leur dit qu'il a décidé de devenir le seigneur après avoir tout considéré, mais il ne suivra pas le scénario décidé par le palais. Il est déterminé à ne pas laisser personne mourir et pour cela, il a besoin de l'aide de ses amis. Et ils promettent toujours d'être à ses côtés. Le lendemain, Will et ses amis mettent en place un petit marché dans le village où ils vendent de la mayonnaise et tout type de vêtements et marchandises qui ne peuvent être trouvés que dans la capitale. Les gens sont attirés par leurs magasins car ils ont beaucoup de meilleurs articles que ceux des magasins ici. Et les acolytes de Kurt sont furieux de voir leurs clients être volés. Ils vont trouver Kurt et lui demandent bonnement de l'aide, mais il ne peut que faire une scène étant aussi impuissant face au magicien Well. Quand les acolytes quittent la maison après la rencontre, Well se téléporte devant eux et ses amis les entourent de toutes parts. Le lendemain, Kurt apprend que ses soutiens ont été achetés par son frère, qui leur a offert des vacances payées à la capitale et ils ont abandonné Kurt. Well visite la capitale et raconte à Rodrich son plan pour réduire la puissance politique de son frère en détournant ses soutiens, puis ils vont chercher un appartement. Will veut donner une maison paisible à Emily et ses deux fils. Après qu'il est devenu le seigneur et Kurt, il prévoit d'envoyer Kurt à l'église et de le laisser vivre loin du palais. Cependant, ils ne savent pas que Rucker a des projets mauvais et il envoie un présent à Kurt pour faire face à son frère magicien. Le messager de Rucker le trouve seul sous la pluie en train de réfléchir à la mort après que Well a acheté tous ses acolytes. Il lui propose le présent envoyé par son seigneur qui est une flûte légendaire appelée la flûte de dragon qui peut l'aider à tuer son frère magicien. Kurt veut savoir pourquoi Rucker lui donne une chose aussi précieuse et découvre qu'il veut le droit au terrain non développé. Voyant leurs objectifs alignés, Kurt accepte l'offre et va dans la forêt où Well et son groupe l'attendent déjà. Grant sent un message que Kurt cherchait Well seul, ce qui signifie qu'il avait quelque chose qui lui donnait confiance pour affronter Well. Well décide d'affronter son frère et fait comme si c'était une coïncidence qu'ils se retrouvent ici. Mais Kurt sait déjà que ses gardes secrétaires se cachent dans les buissons et les appellent. Il insultera Will pour une raison valable et commencera progressivement à agir comme un psychopathe, disant qu'indépendamment de sa grandeur, il ne peut hériter du terrain parce qu'il est le 8e fils. Kurt montre alors la flûte de dragon qu'il a reçue de Rucker et menace de la jouer tant que l'un d'eux ne bouge pas. Brent reconnaît la flûte de dragon, un objet légendaire qui peut appeler une armée de dragons, et il est sûr que eux ne pourraient pas gérer autant de dragons en même temps. Les amis de Well disent à Kurt qu'il est stupide, et même s'ils viennent, les dragons ne le blesseront pas. Well essaie de lui faire penser aux gens et à sa famille, mais Kurt l'appelle traître. Il ne s'inquiète même pas de sa femme et de ses enfants, et dit qu'une fois qu'il aura tué Well et pris tout son argent, il n'aura pas de manque de chasseuse d'or. Well réalise que son frère est une vermine indigne de salut, et il veut l'attaquer, mais Kurt menace de jouer la flûte, et Well recule, et Kurt rit en disant que voir un génie magicien terrifié est la meilleure vue du monde. Il dit que la mort de tous sera sur sa conscience pour avoir voulu devenir ce successeur, et puis il place la flûte à ses lèvres. Grant lance une attaque surprise à Kurt, mais la flûte bloque le coup et il sourit, sûr de sa victoire. Kurt joue la flûte et le ciel devient sombre alors que les fantômes sortent du sol et l'entourent, mais aucun dragon ne se montre. Will veut encore aider son frère, mais Wilma le retient de s'approcher car elle sent qu'il est inquiet. Ellis réalise également que les fantômes étaient menaçants, et cela fait que Brent réalise que Kurt n'a pas joué la flûte de dragon, mais la flûte de menace. Il se demande comment un simple personne comme lui a pu obtenir un objet aussi légendaire, et il s'avère qu'il a été dupé par la personne qui lui a envoyé la flûte. La flûte de malice tire des fantômes de l'environnement et transforme son utilisateur en une puissante âme inanimée pour attaquer suicidairement l'ennemi. À l'entendre, Will est inquiet pour la mort de son frère, mais Kurt est déjà possédé par les fantômes. Son malice se combine à la leur et il hurle contre Well pour lui avoir tout pris. Sa vision devient rouge alors que les fantômes l'entourent et le consomment, le transformant en une monstre géant. Well est terrifié par le monstre géant avec son frère au centre et Brant lui dit d'utiliser sa magie sacrée pour le vaincre rapidement. Cependant, il est terrorisé
et ne peut pas bouger, donc au moins il le protège en bloquant le coup du monstre. Elle veut purifier le monstre, mais sa magie n'est pas assez forte pour le vaincre. Voyant son effort, Will reprend ses esprits et la soutient. Il décide qu'il ne peut plus rien faire pour son frère et qu'il faut qu'il l'envoie en paix. Il utilise de la magie sacrée aussi et augmente sa puissance pour purifier le monstre géant magique. Une brillante lumière réduit le monstre en cendres et la capsule centrale portant Kurt s'envole et explose à distance. La flûte de Malenfant mais l'âme malicieuse de Kurt s'envole à la capitale pour trouver la personne qui l'a trompé. Là-bas, Rucker a organisé une fête, pensant que Kurt a déjà tué Well et il aura bientôt accès à tout ce terrain non développé. Le pape donne son opinion et ils commencent à argument et bientôt le duc Amadeus s'ajoute à la discussion, soutenant ouvertement Well. Il réalise que tous font des demandes égoïstes et Armstrong l'interrompt, lui disant de reprendre sa demande. Il demande au roi de lui donner la moitié du terrain pour le développer avec la magie. Développement du territoire. Le roi refuse sa demande, et pour cela, il lui donnera ce qu'il demande. Quand le roi le dit, Armstrong peut gérer seul le développement et les autres font semblant de discuter. Le roi les surprend mais lui donne quand même le droit de donner 2 titres et le promeut au rang de comte. Will rentre chez lui après avoir reçu la récompense et dit à Amélie que quand ses enfants grandiront, il leur donnera les titres de seigneur qu'il a. Elle le remercie et lui dit que l'offre de père d'adoption est toujours valable, mais il n'est pas intéressé. Bientôt, Will se met au travail pour développer son territoire avec la magie et Erwin et Rodrich sont ses assistants sur place. Will veut se reposer après avoir éliminé les rochers d'une zone, mais Rodrich veut qu'il nettoie une autre zone et éclate encore plus de rochers pour une église. Well apprend que le pape prévoit d'installer une église ici en échange de l'absurde demande qu'il a faite au roi. Non seulement cela, le duc, le général et le premier ministre ont aussi des plans pour construire des maisons de vacances dans le territoire de Well. Cependant, Well ne donnera pas cet emplacement à ces personnes car il prévoit d'installer une usine de sauce soja ici. Plus tard, Elise vient lui chercher pour une tasse de thé, mais avant que Well puisse partir, Louise et Armstrong viennent le chercher pour leur entraînement hebdomadaire. Bientôt, Wilma, Suzanne et Brandt rentrent de la forêt avec une banane géante qu'ils ont trouvée et Wilma veut que Well fasse de la banane pour elle. Suzanne demande aussi qu'il fasse quelque chose pour elle et Rodrich ne veut pas qu'il parte nulle part avant de terminer son travail. Tous l'entourent et lui bombardent de demandes et Well est confus sur quoi faire, donc il ignore tout et retourne chez lui pour déjeuner avec tout le monde. Il s'agit du même plat qu'il n'a pas pu manger dans sa vie précédente avant de venir ici, et il peut enfin l'apprécier, et Well pense que sa vie en tant que 8e fils d'un noble pauvre n'était pas aussi mauvaise qu'il l'imaginait. C'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de l'aimer et de vous abonner pour plus, et regardez la vidéo suivante à l'écran. Le Premier ministre affirme que le général veut simplement le donner à quelqu'un de son groupe, mais uniquement à quelqu'un doté d'une grande puissance magique comme Well pourrait le développer. Le pape donne également son avis et ils commencent à se disputer, et bientôt le duc Amadeus se joint à la discussion et soutient ouvertement Well. Voyant tout le monde faire des demandes égoïstes, Armstrong les fait taire et demande à Well de reprendre sa requête. Il demande au roi de lui donner la moitié du territoire pour le développer avec la magie. Le roi refuse en disant qu'il est nécessaire à la capitale et que Well peut gérer seul le développement. Il dit que le développement du territoire prend la priorité sur tout et qu'il lui donnera ce qu'il demande pour cela. Aussitôt que le roi l'annonce, Armstrong cligne de l'œil à Well parce qu'il était de son côté et tous les autres jouent tout le jeu. Le roi les surprend mais lui accorde quand même le droit d'accorder 2 titres et le promeut comte. Will rentre chez lui après avoir reçu le prix et dit à Amélie qu'elle donnera aux enfants les titres nobles lorsqu'ils seront grands. Elle le remercie et lui informe que l'offre de père adoptif est toujours valable mais qu'elle n'est pas intéressée. Bientôt, Will se met au travail pour développer son territoire avec la magie et Erwin et Rodrich sont ses assistants sur le terrain. Après avoir dégagé les rochers d'une zone, Will veut se reposer mais Rodrich veut qu'il nettoie une autre zone et détruise encore plus de rochers pour une église. Well apprend que le pape va ériger une église ici en échange de l'absurde demande qu'il a faite au roi. De plus, le duc, le général et le premier ministre ont aussi des projets pour construire des villas de vacances dans le territoire de Wells. Cependant, Wells ne leur donnera pas ce lieu car il prévoit de créer une usine de sauce soja ici. Plus tard, Elise vient le chercher pour un thé, mais avant que Wells puisse y aller, Louise et Armstrong viennent le prendre pour leur entraînement hebdomadaire. Bientôt, Wilma, Suzanne et Brandt reviennent du bois avec une banane géante qu'ils ont trouvée et Wilma veut que Well fasse de la banane pour elle.
Suzanne lui demande aussi de faire une course pour elle et Rodrich ne veut pas qu'il parte nulle part avant de terminer son travail. Tout le monde l'entoure et lui bombarde de demandes et Well est confus sur quoi faire, donc il ignore tout et retourne chez lui pour manger son déjeuner avec tout le monde. C'est le même plat qu'il ne pouvait pas manger dans sa vie précédente avant de venir ici, et il enfin peut l'apprécier, et Well pense que sa vie en 8e fils d'un noble pauvre n'était pas si mauvaise qu'il ne l'avait cru. Voilà pour cette vidéo, assurez-vous de liker et de vous abonner pour en voir plus, et regardez la prochaine vidéo sur l'écran.